ici. Donc notre invité, c'est Serge Billet. Il est bien là, dans nos studios. Il a accepté notre invitation et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons. Donc à Radio Sud-Est. Serge Billet, bonjour. Bonjour Marion. Voilà, bienvenue à Radio Sud-Est. On vous a fait faire un parcours, ça vous a fait un petit peu visiter les mornes. Disons que ça me fait du bien de sortir un tout petit peu de ma rédaction, parce que moi j'arrive le matin à 7h, je repars seulement qu'à 20h30. Donc ça fait des journées très très longues comme ça depuis 20 ans. Et donc si de temps en temps j'arrive à m'octroyer 2 heures le matin pour pouvoir aller faire autre chose, notamment participer à une émission de radio, c'est toujours agréable. Après bon, il faut rattraper le temps perdu, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant aussi de sortir de sa routine, parce qu'on a tous des routines et il faut en sortir un peu de temps en temps. D'accord. Donc ça fait un petit moment qu'on vous voit sur le petit écran. Serge Billet, c'est qui est Serge Billet? C'est vrai qu'il est difficile de parler de soi-même, mais bon. Son prénom c'est Serge et son nom c'est Billet. Oui. Voilà. Alors, après, pour le reste c'est tout simple. Je suis un journaliste depuis maintenant 1987. La première année que j'ai fait à l'école de journalisme de Lille, où j'ai commencé donc à travailler directement. À l'époque, je travaillais pour un journal qui s'appelait Nord-Éclair à Lille, et en même temps j'étais pigiste pour différents journaux en Afrique et à Paris. Et donc j'ai fait 5 ans après l'école de journalisme, j'ai fait 5 ans à France 3, FR3 à l'époque. J'avais d'abord fait, avant l'école de journalisme, j'ai fait une maîtrise d'allemand et d'anglais. Et après donc mes 5 années à France 3, à FR3 qu'on appelait à l'époque, on m'a demandé si je voulais venir présenter le journal de télévision en Guyane. Donc je suis parti là-bas en 93. Après j'ai voulu reprendre mon baluchon. Quand ils ont voulu m'intégrer là-bas sur place, j'ai dit non, je veux voyager encore. Et Marie-Josée Ali m'a proposé de venir faire le journal à Martinique pour 2 mois. Et puis 2 mois, c'est devenu 23 ans. Ah ouais, voilà. Quand même. Alors, est-ce que quand vous faisiez vos études, vous étiez enfant, vous pensez déjà au métier que vous allez faire? Moi je savais depuis l'âge de 10 ans que je voulais faire journaliste. J'avais aucun, comment dirais-je, c'était pas extraordinaire, puisque mon père était lui-même dans le métier. Je suis né donc en Côte d'Ivoire, et mon père était la grande star de l'époque du journalisme, de la télévision en Côte d'Ivoire. Et donc naturellement, comme je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau partout où je passais, j'étais reconnu, c'est-à-dire que vous êtes le fils de, oui, voilà, je suis le fils de Marcel Billet. Et puis naturellement, comme tous les enfants qui veulent ressembler à leur papa, d'autres qui veulent devenir pompier, d'autres qui veulent devenir médecin ou je ne sais pas quoi, moi j'ai voulu faire comme mon père. Donc depuis l'âge de 10 ans, je savais que je ferais au moins du journalisme. Je ne sais pas si c'était de la télé, mais je savais que je ferais ça. Avec du recul, finalement, vous êtes content d'exercer moi, ce métier? je ne regrette rien, c'est-à-dire pour rien au monde. Je crois que quelquefois j'ai envie de dire qu'il faudrait payer les journalistes tellement, il faudrait payer pour être journaliste tellement on fait un métier extraordinaire, parce que il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre, puisque l'actualité vous ne la commandez pas. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Je ne me suis pas ennuyé une seule fois depuis 1987 que je fais ce métier. Pas une seule fois, pas un seul jour. Oui, c'est un métier extraordinaire. Maintenant, c'est pas facile. C'est difficile d'avoir toujours la même rigueur, la même concentration tous les jours. On est exposé, on prend plein de coups. Voilà, c'est pas simple, surtout quand il y a des campagnes politiques. On pense toujours que vous roulez pour un tel alors que vous roulez pour personne. Mais bon, c'est comme ça. Il faut juste accepter le métier d'homme public aussi. C'est pas simple. Mais pour rien au monde, franchement, je ne changerai de métier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vraiment les journalistes sont vraiment libres d'exercer leur métier? Moi, j'ai la chance de vivre à cheval sur plusieurs continents. J'ai les pieds bien ancrés ici aux Antilles. Je suis aussi très attaché à ma terre d'origine, la Côte d'Ivoire, et donc à l'Afrique en général. Et puis, j'ai grandi à Poitiers, donc en France, dans une famille française quand je suis arrivé à l'âge de 13 ans. Donc, naturellement, je suis à cheval sur ces 3 bouts de terre. Et c'est vrai que j'arrive à comparer un tout petit peu. Ici, en Martinique, je pense que la liberté, on l'a. Maintenant, c'est le problème de l'autocensure. Surtout dans des petits pays où tout le monde se connaît. C'est qu'est-ce que je peux dire alors que je connais le cousin, je connais la tante. Ça, après, je crois que c'est à chacun de voir. Mais sinon, d'une façon générale, la liberté, on la possède. En France, c'est pareil. Il y a aussi une forme d'autocensure. On l'a vu quand certains hommes politiques étaient au pouvoir, notamment Nicolas Sarkozy. Il y avait certains journalistes qui avaient un tout petit peu peur de lui. Et pas que de lui. Et puis, quelquefois aussi des accointances. Donc, tout ça, après, je crois que c'est une question de liberté qui est personnelle dans nos pays, puisqu'on n'a pas cette difficulté-là que peuvent rencontrer d'autres journalistes ailleurs qui connaissent des problèmes. Par contre, en Afrique et dans des pays
comme l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile, et donc c'est surtout à cela que je pense dans des jours comme cela. Ça demande beaucoup de rigueur d'être journaliste, il le faut absolument. Ça demande beaucoup de rigueur, parce que le moindre faux pas, la moindre faute, le moindre mot de travers, voilà. Déjà quand vous n'en faites pas, c'est pas facile, parce que vous êtes toujours donc sous le feu des critiques. Mais si vous avez le malheur un jour d'avoir dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, oui, ça effectivement c'est difficile. Donc c'est vrai que c'est une concentration constante. Donc c'est à la fois un stress, une fatigue et une concentration qu'il ne faut pas perdre tout au long d'une journée. Et oui, c'est pas simple, quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on oublie que les journalistes sont des hommes ? Oui, mais les journalistes aussi ont tendance quelquefois à oublier que ceux dont ils parlent sont aussi des hommes, avec leurs faiblesses. Donc peut-être qu'on leur rend aussi la monnaie de cette pièce-là. Donc oui, je crois qu'on doit tous penser que nous sommes tous des hommes, voilà, y compris des gens qui font des fautes, que ce soit des fautes politiques ou des fautes d'autre nature. On doit toujours, certes, rendre compte de ces choses-là, mais sans oublier que ce sont des hommes aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que les journalistes sont des hommes, et surtout on n'est pas des surhommes. Nous, on a un journal d'une heure à faire tous les soirs à Martinique Première. C'est énorme. Il y a aucune rédaction en France et dans le monde. Je parle bien des journaux télévisés classiques. Je ne parle pas des éditions spéciales ou des talk-shows. Il n'y a aucun journal télévisé dans le monde qui fait 1 heure de journal tous les soirs. Aucun. Pas plus à Paris qu'à New York ou ailleurs. Et nous, on fait ça tous les soirs. Donc c'est énorme. C'est une charge de travail colossale. Mais personne ne l'imagine, parce que comme on le fait, que ça passe comme quelque chose qui est fluide, mais ça ne se fait nulle part. Même à TF1, c'est 30-35 minutes, à France 2, c'est 40 minutes, pas plus. Mais nous, on fait 1 heure tous les soirs. Et ça fait une journée bien complète. Ah oui, c'est terrible, c'est épuisant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vie sociale, parce que bon, quand on rentre, on est crevé. Le week-end, on se repose, et puis après, il faut repartir. Mais ce sont des choix. La vie, on a des plaisirs. Moi, en tout cas, j'ai un plaisir énorme à faire mon travail. Il y en a d'autres qui vont tous les jours à un travail où ils n'aiment pas, où ils y vont un peu à reculons. Donc on peut pas nous se plaindre. On peut pas se plaindre. Moi, j'ai dit que je suis vraiment un privilégié. Donc à partir de là, je peux pas me plaindre. C'est difficile, c'est épuisant, mais je peux pas me plaindre. On sent que vous êtes un bosseur, puisque vous trouvez le temps d'écrire. Oui, mais ça c'est, je crois que c'est une forme d'exutoire. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est. J'ai toujours aimé le travail. Je pense que chacun a une mission sur cette terre, où chacun a quelque chose à faire. Et moi, ce que j'avais à faire, c'est effectivement donc à la fois faire passer des messages. La télévision, c'est un rôle. Voilà, c'est le rôle du journaliste qui fait son travail. Mais à côté, j'avais peut-être des messages à faire passer à travers des livres, à travers des documentaires, à travers la musique. Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas. J'étais élevé chez les Jésuites quand j'étais plus jeune. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans, que je suis arrivé en France, à Poitiers, j'étais en pension chez les Jésuites, de la 6e à la terminale. Et il y a une chose qu'un des pères m'avait appris un jour, et qui m'est resté, parce que bon, on apprend à travailler sur les questions à la fois spirituelles, sur les questions aussi d'estime de soi, mais sur les questions aussi du temps qu'on accorde à l'autre, en tout cas de ce qu'on accorde à l'autre. Et puis il m'avait parlé de la parabole des talents. La parabole des talents, pour ceux qui ont lu la Bible, c'est voilà, cet homme qui a plusieurs talents, et c'est qu'est-ce qu'il en fait, ce qu'il les fructifie. Et finalement, je crois qu'on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire chacun a ses talents. Voilà. Il y en a qui en ont 1, il y en a qui en ont 2, il y en a encore 3. Et puis ceux qui ont plusieurs, il faut qu'ils les fassent fructifier à la mesure de ce qu'ils ont reçu. Voilà. Et donc moi, cette parabole des talents, elle m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il y a la finalité aussi, ceux qui n'ont pas vu fructifier, on va les remettre aux autres. Oui, voilà. C'est-à-dire que bon, moi, je fais partie de ces gens qui ne regardent jamais dans la casserole de l'autre, qui ne regardent jamais dans l'assiette de l'autre. Je me dis, moi, voilà ce que j'ai à faire. Et je dis que si chacun fait ce qu'il a à faire, c'est tout le monde qui avance. Mais aller dire, tiens, mais lui, il a ça, il n'a pas fait. Non, j'ai pas le temps de ça. Vous avez écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Le Samouraï Noir. Voilà. Et je regarde un petit peu à votre actif, beaucoup d'ouvrages quand même, plus de 20, il me semble. Une vingtaine. Le 20e sort le mois prochain sur Bonny, sur les esclaves noirs marrons de Guyane et du Suriname qui ont tenu la dragée haute aux Hollandais, donc à l'époque. C'est en regardant un peu les titres des ouvrages. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, de montrer que les Noirs ont fait des choses, il ne faut pas les oublier, je sais pas. À vrai dire, je suis pas tout à fait dans cette démarche. Moi, je dis simplement qu'il y a une histoire qui est oubliée
qui est la nôtre, qui a toujours été écrite par d'autres, ou quand elle n'a pas été écrite par d'autres, elle était peut-être un peu négligée par nous. Et donc il faut restituer cette histoire, avec ce qu'elle a de bien, et ce qu'elle a de moins bien. Parce que quand j'écris un livre sur Sombre Bourreau, sur les Noirs qui ont collaboré avec Adolf Hitler, bon, c'est pas pour dire que les Noirs ont fait ils ont fait des choses, mais ça peut être en bien comme en moins bien. Donc c'est-à-dire juste restituer l'histoire. À partir du moment où on rentre dans l'humanité, et que nous sommes tous dans l'humanité, nous sommes dans l'humanité avec ce que nous avons de négatif et ce que nous avons de positif. Donc voilà, je veux juste dire que contrairement à ce qui a été annoncé et qui a été proclamé pendant longtemps, à savoir que les Noirs ne font pas partie de l'humanité, qu'il fallait les blanchir d'ailleurs, pour qu'ils puissent se rapprocher donc de l'homme blanc, eh bien, à partir du moment où nous estimons et que nous tordons le cou à cela, et que nous disons que les Noirs font partie de l'humanité, il faut le dire avec tout ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Ça demande quand même beaucoup de travail, puisque vous enquêtez, vous faites des recherches, et des fois on peut aussi peut-être vous reprocher d'être noir vous-même et d'en parler peut-être. Ben oui, mais bon, si j'étais juge, j'écrivais sur les juifs, pourquoi on me le reprocherait pas? Donc ça veut dire que nous avons déjà une aliénation par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on trouve anormal de faire quelque chose qui nous concerne, parce qu'on a tellement pris l'habitude que d'autres parlent de nous à notre place, qu'on trouve ça normal. Quand j'ai des copains juifs qui écrivent sur la Shoah, personne ne trouve à redire, mais personne. Absolument personne. Et quand c'est un noir qui écrit sur les noirs, on trouve ça anormal. Est-ce que, parmi tous les ouvrages que vous avez écrits, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement? Je ne sais pas s'il y en a un qui m'a marqué, mais je crois que c'est comme quand on a des enfants. On ne préfère pas l'un à l'autre, quoi. On les aime tous autant qu'ils sont. Après, ce sont les autres qui vous disent, tiens, ce livre que vous avez écrit, ça m'a marqué. Je crois que chaque livre est pour moi une nouvelle aventure. Chaque livre est vraiment... Voilà, j'ai vécu l'aventure de Yasuke, ce samouraï noir, comme quelque chose d'extraordinaire. Et puis, depuis sa sortie, effectivement, donc ça crée un intérêt qui est réel, mais pas forcément qu'aux Antilles, mais aussi en Afrique et ailleurs. Donc je me dis, tiens, cette aventure-là, je la partage aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme un bébé que vous mettez au monde et puis après qui appartient aux autres. Donc il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un livre qui me marque plus que d'autres. Ils m'ont tous marqué. Après, c'est le rendu, c'est-à-dire ce que les autres vous rapportent de ce que vous avez fait qui peut-être fait la différence. C'est vrai que Noir dans les camps nazis, ça a été énorme parce que voilà, quand du monde entier, on vous appelle et puis on veut faire des interviews partout. Là, vous dites, tiens, il se passe quelque chose. Pareil pour Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, enquête sur le racisme au Vatican, c'était aussi énorme. Puis Yasuke dans la même veine, voilà. Et puis les autres connaissent leur cheminement tranquille, voilà, mais avec des choses intéressantes à droite à gauche. Voilà, c'est juste l'ampleur du phénomène qui fait que finalement vous vous retrouvez à vous dire, waouh, j'ai fait quelque chose là qui marque, quoi. Mais en suivant un petit peu votre réflexion et la pensée que vous avez, au moment de sortir un livre comme celui-là, par exemple, Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, est-ce que vous posez des questions avant la sortie? Non, jamais. Non, si je me posais la question, je le ferais pas. Parce que je me dis, là, tu t'attaques à quelque chose qui est énorme. En plus, j'ai presque envie de dire ma propre famille, puisque j'ai été élevé dedans. et donc c'est énorme, mais je peux pas me dérober quand des religieuses vous appellent du Vatican et des prêtres vous appellent du Vatican disant, même Monsieur Millet, vous avez écrit Noir dans les camps nazis. On a vu comment vous avez affronté la polémique et puis on sait que vous êtes courageux. On a envie de vous confier notre destin. Vous faites quoi? Si vous vous dérobez, vous manquez justement à votre parabole des talents. Donc je me dis, ok, j'accepte, je viens vous voir, donc je vais les voir, j'ai des écoutes, je prends des notes, je suis moi-même éberlué, et puis je me dis, waouh, mais dans quel monde j'ai mis les pieds là? Et puis je me dis, j'y vais, voilà, c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison ou d'architecture, de choses pensées. Non, c'est dit, j'y vais. C'est vrai que souvent on me reproche d'être, tu fonces, mais après tu penses pas au dégâts. Mais moi, je peux pas être dans ça parce que je suis confronté à un vrai problème qu'on m'expose et je suis touché par ce que des religieuses me disent en me disant, mais on connaît la prostitution au Vatican. Je dis, attendez, vous me parlez du Vatican là? Ou bien on connaît le racisme au Vatican. Je dis, vous me parlez du Vatican? Mais voilà, donc je suis obligé de rendre compte de ça. Après, c'est vrai que ça fait tout un pataquès, ça plaît pas à certaines personnes, et puis moi je fais le dos rond et puis j'attends, et puis 10 ans après, les faits me donnent raison. Effectivement, des sœurs qui grèvent, donc finalement. Non, c'est vrai que ça vous donne raison quelques années après. Est-ce qu'il y a vous avez des essais ou encore des livres que vous avez pu écrire et que vous n'avez pas sortis? Non, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est sorti sauf un dernier livre. C'est-à-dire que les livres sortent au fur et à mesure de la volonté des éditeurs, parce que faut pas croire, c'est compliqué aujourd'hui l'édition en France avec un marché qui est très difficile, même quand on a déjà eu du succès.
Il ne faut pas oublier que Noir dans les Canadiens a été refusé par 15 éditeurs avant que le 16e ne le prenne. C'est le 16e qui a eu le jackpot puisqu'il l'a vendu à 100 000 exemplaires. Pareil pour Yasuke qui est sorti récemment. Il a été refusé par 5 ou 6 éditeurs. Et puis c'est le 6e qui a fait la bonne affaire. Voilà, donc quelquefois c'est difficile. Yasuke, ça a pris 3 ans avant de trouver un éditeur. Donc, oui, 3 ans. Ouais. Noir dans les Canadiens, ça a pris 2 ans. Voilà. Quelquefois c'est comme ça. Voilà, vous n'êtes pas là. Quel que soit votre talent, quelles que soient vos qualités, quel que soit votre succès, vous tombez pas sur la bonne personne qui est intéressée, donc il faut continuer. Donc c'est pour ça que souvent je dis aux jeunes auteurs qui me contactent, soit vous avez foi en vous, soit vous n'avez pas foi, mais si vous avez foi en vous, il faudra vous attendre à essuyer beaucoup de refus, et puis continuer jusqu'à espérer que ça finisse par marcher. Et puis donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon là, oui, j'ai fini un livre qui sortira donc en avril de l'année prochaine, mais qui est un livre un peu autobiographique sur mon expérience africaine. Voilà, je suis né dans un pays, la Côte d'Ivoire, où j'ai eu la chance d'être celui qui a fait la dernière interview du premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, avant sa mort. Donc je retrace à la fois le parcours que j'ai eu et cette rencontre avec lui. Vous y allez régulièrement. Et voilà. Et puis donc je raconte un peu ces heures à la fois glorieuses et sombres de son règne. Voilà. Donc je raconte tout ça. Voilà. C'est-à-dire que pour moi c'est un livre un peu dans la même veine que ce que j'ai fait avec Aimé Césaire. Donc quand j'ai écrit donc dans le jardin secret d'Aimé Césaire, raconter le côté, l'envers du décor, la partie intime de la personne, mais aussi ses doutes. Et sur Houphouët-Boigny, c'est faux pas aussi, voilà. Est-ce que quand on écrit des livres aussi profonds, est-ce qu'on est vraiment conscient de l'apport qu'on fait, ou du cadeau en quelque part? Parce qu'on voit à l'école, il y a ça quelques temps, je pense que ça continue encore, on apprend à nos enfants l'histoire de Napoléon, par exemple. Oui, je ne pense pas qu'on soit conscient de l'apport. Comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est la réaction des gens qui nous donne le sentiment que ce qu'on a pu dire, ça peut être intéressant, ce qu'on a pu écrire, ça peut porter. Mais au départ, je crois qu'on a dit, bon, voilà, j'ai envie de faire ça. Parce que faut pas croire que ça se passe comme ça. Ça vous coûte, je suppose. Déjà, ça coûte, mais quelquefois, il y a un projet qui est là. Et puis, vous-même, vous voyez pas l'intérêt. Quand j'ai écrit Le seul passager noir du Titanic, c'est un de mes lecteurs qui m'avait alerté, je sais même pas qui, de je ne sais quel pays, qui me dit oui, mais il y avait un film qui est passé sur le Titanic, mais c'est faux, il y avait un noir dedans et on n'en a jamais parlé, j'en sais pas plus. Bon, donc j'ai enquêté, mais avant d'enquêter, quand j'ai reçu le mail, ça m'a pas intéressé. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit ouais, bof, si ça se trouve, il y a 50 000 personnes qui ont déjà fait des livres là-dessus aux États-Unis, surtout là-bas, voilà. Et puis donc ça m'a pas intéressé. Donc c'est peut-être 3 ans après que la chose a cheminé dans ma tête. Elle a travaillé, et puis je me suis dit un matin, tiens, je vais aller voir sur internet s'il n'y a pas des livres qui ont déjà été écrits sur ce personnage, et qui sait. Donc j'ai pas trouvé grand chose, et puis je me suis dit allez, maintenant j'y vais. Donc là j'ai commencé à enquêter en Haïti et j'ai fini par retrouver la trace, et là j'ai commencé à faire le livre. Donc on n'a pas conscience des choses, mais on est porté par un cheminement. Et quelquefois, le cheminement vous dit, telle chose que tu as envie de faire, au bout de 2, 3, 4 jours, voire 4 mois, tu dis, non, finalement, c'est pas intéressant. Moi, je me laisse beaucoup porter par mon intuition. Les dangers de la banalisation des esprits, ça c'est un livre qui devrait parler à tout à chacun. Le racisme. Ça, j'ai réagi instinctivement à ce qui est arrivé à Christiane Taubira. Quand elle a eu son passage au gouvernement, où il y a eu des gens qui lui ont adressé des bananes, des cris de singe, et j'ai trouvé ça vraiment très, très dur, très dur et inhumain. C'est-à-dire, je comprends pas qu'on puisse faire ça donc à un être humain, voilà. Et ça m'a choqué, et voilà, dès le soir même. C'est-à-dire, ça c'est pas le genre de choses où ça prend une réflexion 50 000. Dès le soir même, j'ai appelé un copain journaliste avec qui j'avais écrit justement Et si bien aimé pas les noirs. J'ai dit écoute, là il faut l'écrire dans l'urgence en un mois, parce que je connaissais un copain éditeur qui était intéressé, et en un mois je peux pas faire ça tout seul parce que j'ai déjà beaucoup de boulot. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Lui il était aux États-Unis, moi j'étais ici, donc à 4 mains tous les jours on échangeait des mails, des archives, et on a écrit ce bouquin comme ça. En gros, qu'est-ce qu'il dit dans ce bouquin? Mais c'est tout simple, c'est-à-dire raconter d'où vient justement
ce racisme entre guillemets simiesque, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les Noirs sont comparés à des singes, pourquoi on leur donne des bananes, et on voulait vraiment rester sur cet aspect-là de ce racisme-là, voilà, parce qu'on le voit dans les stades aussi, avec des Noirs qui reçoivent des cris de singe, on le voit aussi sur les terrains de basket, on le voit partout, donc on a voulu raconter comment est-ce que ce racisme-là était apparu et pourquoi est-ce qu'il s'exprime de cette façon-là, et donc c'est le travail qu'on a fait depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Une question assez particulière. À quand un film avec vos livres Ça, c'est une très bonne question, mais comme Oppo, je pense peut-être que je mourrai avant de voir ça, parce que la première chose, c'était quand j'avais fait Noir dans les camps nazis. Je racontais notamment l'histoire d'un déporté d'origine ivoirienne qui s'appelait Yao Hus, son nom son nom ivoirien, mais son nom d'artiste après, quand il est devenu un grand artiste en France, c'était John Williams. Et John Williams, c'était celui qui a chanté les films, les chansons de grands films comme la chanson de Lara, Si toi aussi tu m'abandonnes, en tout cas bon, des choses qui sont extrêmement connues. Et je trouvais que son histoire était extraordinaire, c'est-à-dire cet enfant qui est né en Côte d'Ivoire et qui a été arraché de la Côte d'Ivoire par son père, parce que son père était français et sa mère était ivoirienne, et qui était, entre guillemets, exfiltré, ou en tout cas déporté, je ne sais pas comment on peut employer le mot, mais envoyé pour une première fois en France, donc arraché à sa terre, puisqu'il était élevé par sa mère et récupéré par son père, arraché à sa terre, qui se retrouve à Montluçon, qui travaille et qui est déporté, parce qu'il est arrêté par les nazis, déporté dans un camp de concentration en Allemagne, donc qui a vécu vraiment des déchirements à succession, et puis qui, après les camps de concentration, réussit, parce qu'il était dans un camp à Neuengamme où il a souffert le martyre, et donc après le camp connaît donc un succès extraordinaire avec à la fois les chansons de film mais aussi le musical, et donc je me suis dit tiens, ça méritait un film. Donc là il y avait aussi des gens qui étaient intéressés, finalement ça ne s'est pas fait. Après on m'a dit oui, mais votre livre La Mauresse de Morée sur la fille cachée de Louis XIV, la fille noire cachée de Louis XIV, ça mérite un film. Ça ne s'est pas fait non plus. Le Titanic pareil, avec des gens qui étaient intéressés. Maintenant Yasuke, voilà, il y a trois offres aussi, une qui vient d'Afrique du Sud, une qui vient des États-Unis et une qui vient de France. Mais bon, voilà, moi ces choses-là, ça prend du temps. Quelquefois, ça ne se fait pas. Donc, je reste pas pour polariser dessus. Moi, j'écris des livres et puis demain, si ça doit arriver, ça arrivera. Qu'est-ce qui vous chagrine le plus ? Ce qui me chagrine le plus, je ne sais pas s'il y a des choses qui me chagrinent. Peut-être que je suis d'une composition, je disais tout à l'heure, c'est de faire ce que j'ai à faire, de ne pas me soucier de ce que les autres ne font pas. Donc c'est vrai que j'ai pas le temps de m'occuper. Non, mes journées sont trop chargées pour ça. J'ai pas le temps de ça. Voilà. Après le reste, bon, il peut y avoir comme tout le monde dans nos journées telle ou telle chose qui peut me chagriner, mais c'est pas quelque chose où j'ai fait une fixation sur quelque chose qui me chagrine, parce que j'ai pas le temps. J'ai fait un choix. C'est un choix de vie qui était un choix difficile, qui demande beaucoup de sacrifices. Mais je sais même pas si j'ai fait le choix. J'ai l'impression que le choix a été fait pour moi. Il s'est imposé à moi. Et à partir du moment où il s'est imposé à moi, je l'accepte, je l'assume. Une amie me disait il n'y a pas très longtemps, qui est très spirituelle aussi, le plus dur dans la vie, ce n'est pas tant d'avoir une mission, c'est de l'accepter, avec les conséquences que ça suppose, à la fois pour la vie de famille, pour tout le reste. Mais bon, je l'accepte, je l'assume. C'est pas facile du tout. Il y a des joies, il y a des peines, il y a plein de choses. Mais je pense que je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Je reste toujours accroché à mon antienne. C'est si chacun fait ce qu'il a à faire, c'est tout le monde qui avance. Les projets, vos projets Là, actuellement, je travaille beaucoup avec l'Afrique et en particulier avec la Côte d'Ivoire. Donc, notamment le livre qui va sortir donc, en Côte d'Ivoire sur Houphouët-Boigny, parce que c'était très important pour moi aussi de rendre à mon pays d'origine les choses dont j'avais retiré pour pouvoir donc aussi leur apporter à la fois ma connaissance d'un homme qui a régné quand même sur le pays pendant 33 ans et que j'ai eu la chance de fréquenter au moment de sa mort. C'est-à-dire que voilà, c'est l'ultime confession. Je les ai quand même recueillis, quoi. Voilà. Et donc, je fais un livre pour raconter ça. Et puis en même temps, j'ai écrit une comédie musicale sur sa vie. C'est pas tant sur sa vie à lui, mais c'est sur sa rencontre avec une femme que je trouvais extraordinaire quand j'étais gamin, qui était son épouse, qui s'appelait Thérèse Houphouët-Boigny, qui est toujours vivante, et qui était ce qu'on appelait la Grace Kennedy africaine de l'époque, c'est-à-dire la femme qui éblouissait un peu le monde entier parce qu'elle avait un charme, un charisme et une façon d'être. Et quand elle était reçue, notamment avec son mari à Washington par Kennedy, c'était vraiment l'éblouissement. Et donc c'est une femme qui m'a beaucoup marqué. Donc j'ai voulu écrire une comédie musicale sur leur histoire d'amour, et je m'en vais justement là-bas le mois prochain pour pouvoir mettre en place les choses. Et puis parallèlement, donc j'ai travaillé sur un livre
cette fois-ci en souvenir de mon passage en Guyane, parce qu'avant de venir en Martinique, je suis passé en Guyane en 93. J'ai été très touché par un peuple là-bas que j'ai rencontré sur le fleuve Maroni, qu'on appelle les Boni, qui sont les descendants des esclaves marrons et qui ont des origines africaines très affirmées, parce qu'ils ont gardé encore des traditions très fortes du Ghana, du Togo, du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Congo ou du Cameroun. Et donc j'ai voulu leur rendre un peu l'hommage qu'ils méritaient en retraçant leur histoire depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc j'ai écrit un livre, une grande fresque historique comme ça qui s'appelle Boni et qui sortira là-bas donc à la fin de ce mois. On vous verrait bien aux commandes d'une émission comme Enquête exclusive. Peut-être que je suis passé à côté de beaucoup de choses, mais sur le plan télévisuel, parce que bon, quand j'ai quitté Paris, mes collègues m'ont dit mais non, faut pas que tu nous laisses, parce que bon, j'ai quand même travaillé 5 ans à France 3 à Paris et puis en province et j'étais bien là-bas. C'était aussi une famille. Je faisais partie d'un groupe de journalistes qui se retrouvaient souvent, qui avaient envie de faire bouger les choses aussi en France. Et puis donc quand je suis parti, j'ai dit mais moi je m'en vais m'installer outre-mer. Oui, c'était un tout petit peu un regret en disant mais bon, tu aurais pu faire des choses. J'ai dit on peut toujours tout faire. On peut faire des choses à Paris, mais je pense que le fait que des journalistes comme moi étaient là déjà dans les années 60, j'oublie déjà tellement, c'est 1988. Je pense que ça a ouvert la voie à d'autres comme Harry Roselmack, parce que bon, moi je présentais le journal au Mans, je présentais le journal à Reims, je présentais le journal à Nancy. Voilà, le simple fait que nous ayons été là parmi les premiers journalistes noirs en France, ça a aussi ouvert la voie à d'autres aujourd'hui. Et puis bon, après, la vie, on va là où on doit aller. Si j'étais resté à Paris, peut-être que j'aurais fait d'autres choses différentes, comme Enquête exclusive, ou bien comme peut-être d'autres choses encore. Mais je suis parti et je regrette rien. D'accord. Vous avez le temps de voyager, de revenir en Côte d'Ivoire régulièrement? J'y vais parce que ma mère se fait vieille, donc elle a besoin de me voir, donc j'y vais tous les 3 mois pour la voir. Je reste une semaine. Oui, ça c'est les obligations qui sont inhérentes après à l'âge de nos parents. Donc là, je sais que quand je vais, elle est contente. Elle prend assez de choses de bonne humeur pour 3 mois, et je retourne la voir tous les 3 mois. Toujours agréable de vivre en Martinique, des similitudes quand même, on se sent bien. C'est important d'être bien partout où on passe. Il y a toujours un peu on a envie d'être peut-être plus proche quand on vieillit surtout, on a envie d'être plus proche de ses parents, d'être plus proche de sa famille, d'être plus proche de ses amis d'enfance et tout ça. Mais après, je pense que c'est pas à ce niveau-là que les choses se jouent. Les choses se jouent dans la qualité de ce qu'on vit tous les jours. Oui, il y a des similitudes, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme chacun sait, à établir des ponts entre la Martinique et puis la Côte d'Ivoire en 1980, je sais plus quelle année, vous voyez, c'est tellement vieux tout ça. En 1994, 95, j'avais organisé des semaines culturelles antillaises, martiniquaises à Abidjan. J'avais organisé des semaines culturelles ivoiriennes à Martinique. Et puis j'ai participé, moi en tout cas j'ai organisé avec mon association Aquaba. On était un petit groupe de 5 ou 6 personnes, organiser des charters directs entre les deux rives. Oui, il y a des choses intéressantes à faire, il y a des ponts à construire. J'ai fait ma part là aussi, et puis j'espère que d'autres vont continuer. Vous avez reçu de nombreux prix quand même. Quand on vous remet un prix, quel est votre sentiment? Une consécration? Je n'ai jamais reçu de prix. D'accord. non, j'ai jamais reçu de prix. Ah ben, je suis tout étonné alors. Non, j'ai jamais reçu de prix, puisque le seul prix que je devais recevoir qui a fait polémique, parce que France Télévisions devait recevoir le prix. J'étais persuadé qu'on vous l'avait donné finalement. Non, je devais l'avoir. Non, j'ai fait mon procès, j'ai gagné mon procès, ils m'ont donné 12 000 €. Voilà. Donc j'ai pas eu le prix parce que il a mis des bâtons dans les roues. On m'a mis des bâtons dans les roues, et puis on a tout fait pour ne pas que je l'aie, et donc j'ai pas accepté ça parce que j'estimais que c'était de la triche, et donc voilà, la justice m'a donné raison, et la justice a surtout lavé mon honneur parce qu'il disait que oui, mon livre, il y avait des choses qui étaient pas bien dedans, machin, voilà, alors que c'était faux. Donc voilà, c'est normal, il y a des gens qui veulent pas entendre parler d'une autre déportation que la leur, donc forcément quand vous venez dire que les Noirs ont été déportés, même si vous dites pas qu'ils étaient aussi nombreux qu'eux, ça leur pose problème. Bon, moi je suis pas dans cette espèce de concurrence des mémoires ni de concurrence des victimes, et donc voilà, on a mis des bâtons dans les roues pour ne pas que j'aie le prix, pour ne pas que ça donne plus d'ampleur encore à ce livre. Et donc moi j'ai fait un procès, je l'ai gagné, donc je n'ai jamais eu de prix.
Et franchement, c'est pas un drame, j'en meurs pas. Et si un jour ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, franchement, c'est pas un problème pour moi. De toute façon, vos livres se vendent très bien. Ça va, je veux dire, aujourd'hui, bon, peut-être qu'on est un peu plus dans un marché qui est plus difficile qu'avant, mais disons que au-delà de la vente, parce que c'est pas ça le plus important, hein, ça c'est important pour un éditeur, c'est de dire, est-ce que j'ai fait le travail? Voilà, moi c'est surtout ça. Si j'ai fait le travail, ça m'intéresse. Après, on n'est pas dans une démarche mercantile, parce qu'il y a des livres qui m'ont coûté plus cher que ça ne m'a entre guillemets rapporté, parce que bon, et puis des projets aussi, quand je tourne le film Noir dans les camps nazis, je paye tout de ma poche. Quand je tourne le documentaire sur comment on appelle ça, les religieuses prostituées au Vatican, je le paye de ma poche. C'est-à-dire que c'est tout sort de ma poche. Voilà, donc il y a un moment donné aussi, il faut pas oublier ça, quoi. Quand je tourne le documentaire sur Maurice le Saint Noir, tout est payé de ma poche, vous voyez. Donc bon, donc quand je fais un bilan global, j'ai plus dépensé que j'ai reçu, mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Il fallait faire le travail, je l'ai fait. Une vie qui va à 100 à l'heure, trouve le temps d'écrire aussi des chansons. Mais malheureusement aujourd'hui j'ai plus beaucoup le temps d'écrire des chansons, peut-être parce que si c'est lié donc à la situation du marché du disque, mais j'ai eu la chance, et je dis souvent l'honneur d'écrire des chansons pour Jocelyne Berroir, pour Tania Saint-Val, Edith Lefel, Eric Virgal, des chanteurs aussi africains comme Mewé. En tout cas, j'ai eu une chance extraordinaire d'écrire des chansons, et puis surtout le plus important, c'est pas d'écrire des chansons, c'est d'écrire aussi des succès. Quand vous avez la chance de connaître le succès, j'ai quand même eu une demi-douzaine de succès, et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que vous dites waouh, mon travail est reconnu. Donc ça, à ce niveau, oui, j'ai reçu un prix pour ça, le prix SACEM, voilà, que j'ai reçu des mains de Charles Aznavour à l'époque. Donc ça, oui, on est heureux, parce qu'on a fait vraiment un travail qu'on estime être important. Voilà. Mais ça, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Malheureusement, aujourd'hui, avec le travail, avec les livres, j'ai plus le temps de faire de la musique, parce que pour composer, tous ceux qui sont compositeurs le savent, il faut prendre des heures et des heures pour pouvoir travailler sur moi c'est sur la guitare, travailler sur la guitare, et puis avant de trouver peut-être la mélodie qu'il faut, mais il faut avoir du temps pour ça, et moi j'ai plus le temps de travailler pendant des heures sur, donc aujourd'hui quand on me demande pour des chansons, j'écris plutôt les textes, et je n'écris quasiment plus la musique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme heureux? C'est une drôle de question. Personnellement, oui, je pense que je suis heureux, parce que je fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai dit souvent, ça leur plaît pas à mes enfants, que bon, mais si je meurs demain, j'estime que j'ai accompli au moins la part de ce que je devais faire. Maintenant, je souhaite pas mourir demain, donc, mais je pense que j'ai accompli ma part. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, on est tous sur Terre pour remplir quelque chose, et je pense que j'ai fait la mienne. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais au regard de ce que je pense avoir fait, je pense que je l'ai fait. Je ne veux pas vous laisser partir sans nous dire deux mots sur la Martinique. Mais vous savez, la Martinique, c'est à l'image de beaucoup de pays dans le monde. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'envie, et il manque la réalisation. Et je vois ça aussi quand je vais en Afrique. Je suis toujours assez perturbé, assez perplexe de dire, mais comment on a affaire à des gens qui sont extrêmement intelligents, on a affaire à des gens qui sont extrêmement capables, qui tiennent des discours qui sont cohérents. Maintenant, quand il faut passer à l'action, il y a quelque chose qui coince. Bon, on a l'exemple du TCSP qui est un exemple qui fait mal, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est l'illustration de nos divisions, l'illustration aussi de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Et ça, on l'a dans nos régions, alors que nous avons des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui sont intelligents, qui ont des réflexions, qui sont pointues. Et quand on réalise, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui bloque. Mais c'est pas forcément que par rapport au TCSP, par rapport aussi à d'autres choses. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on se remette aussi en question. Moi, j'ai souvent, quand je suis en Afrique et je participe à des débats à la télévision, comme c'était le cas le mois dernier, je dis, mais écoutez, c'est peut-être facile quelquefois d'accuser l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a une part de ce qu'il y a pu y avoir avec l'histoire, avec la colonisation, avec l'esclavage. C'est peut-être aussi quelquefois facile d'accuser l'ancien colon, mais il faut se remettre en cause aussi, il faut se remettre en question. Et peut-être que si on se remettait davantage en question les uns les autres, on avancerait un peu plus. Voilà, peut-être que le choix que l'on fait de se défausser sur l'autre est un choix facile, mais c'est un choix qui ne fait pas avancer. Vous avez des enfants, je le sais, et vous croyez en
en l'avenir du pays ou... Mais, je dis toujours, moi mes enfants ils sont ici, ils sont martiniquais. La mère de mon fils est martiniquais et la mère de ma fille vit ici, donc mes enfants c'est leur avenir, c'est leur pays, donc j'ai pas de raison de ne pas y croire, parce que si je n'y crois pas, c'est que je ne crois pas en l'avenir de mes enfants. Oui, donc je crois en l'avenir naturellement de la Martinique. Je pense que nous tous qui travaillons, que ce soit des journalistes ou des ouvriers ou d'autres corps de métier, on y travaille parce que justement on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, et quand on dénonce c'est parce on veut que les choses aillent plus vite. Voilà, donc je crois à l'avenir de ce pays parce que bon, c'est le pays que je vais laisser à mes enfants, et puis je crois aussi à l'avenir du continent africain parce que c'est le continent de mes origines, c'est le continent aussi des origines de beaucoup de gens qui sont beaucoup de Martiniquais, et donc moi j'y crois, et donc naturellement j'essaye de conjuguer à la fois cette passion et ce réalisme, parce qu'il faut croire avec beaucoup de réalisme, parce que sinon on est très vite déçu, parce que quand on veut penser que tout va aller très vite et tout va aller très très bien, on est souvent déçu. Donc j'essaye d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre, mais je crois naturellement à l'avenir de nos pays. Je crois que c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter. Donc c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, Serge Billet. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Le mot de la fin, c'est juste de dire aux auditeurs de Radio Sud-Est, puisque c'est la première fois que je viens sur cette radio, j'étais très heureux de parler un peu, j'ai presque envie de dire avec eux, parce que bon, on se confie toujours, donc quand on se confie, ça veut dire qu'on parle aussi aux gens de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et puis j'espère que ce que j'ai pu leur dire a pu quelque part contribuer à égayer leur journée, ou en tout cas à nourrir leur réflexion, ou à faire en sorte que justement on puisse avancer ensemble sur le chemin de la construction de ce pays. Voilà, merci d'être venu, merci Serge Billet, merci à vous. Compas, qui le marché.